Je suis Isabelle Godringer, je suis chercheuse en génétique des populations. Là, je représente Sciences Citoyennes, qui est une association qui vise à démocratiser les sciences, démocratiser les choix scientifiques qui sont faits sur les orientations de la recherche et impliquer les citoyens et les citoyennes dans les différentes modalités de recherche. Donc Sciences Citoyennes a aussi beaucoup développé la notion de lanceur d'alerte, a contribué à la loi de protection des lanceurs d'alerte, à la construction de la maison des lanceurs d'alerte. Donc il y a différents aspects sur lesquels on travaille à Sciences Citoyennes. Et donc moi je suis chercheuse, je travaille plutôt sur les alternatives à tout ce qu'on discute aujourd'hui, donc tout ce qui est diversité dans les champs, semences paysannes, sélection paysanne, agroécologie, agriculture bio. Et donc je parle, pas en tant que généticienne moléculaire, mais généticienne des populations. Merci beaucoup. Donc du coup, pendant cette séquence, on va essayer de démonter un peu toutes les fausses promesses qui sont présentées autour des OGM anciens comme nouveaux. Donc la première question que j'aurais, c'est la communication autour des OGM nouveaux comme anciens s'articule autour de promesses. Donc promesses d'un monde meilleur, débarrassé de tous les problèmes auxquels qu'on peut imaginer. Et le premier domaine de promesse, c'est le potentiel agronomique des OGM qui est mis en avant, avec par exemple le développement de gènes de résistance à des maladies ou une meilleure conservation. Du coup, qu'en est-il réellement, quoi? Alors en fait, concrètement, toutes ces promesses, pour la plupart, n'existent pas, ne sont pas mises en œuvre. Pour commencer, je voudrais juste faire un petit état des lieux de ce qui existe. Ce qui existe, c'est 4 plantes. C'est le soja, c'est le maïs, c'est le coton, c'est le colza. Et c'est 2 modifications génétiques. C'est la résistance aux herbicides et la production d'un insecticide. Tout le reste, globalement, ça a été éventuellement un peu fait dans des labos, avec des succès plus ou moins relatifs, mais ça n'a jamais été mis dans les champs. On parle souvent des OGM comme s'il y en avait partout. La communication des entreprises disent que c'est 12% des surfaces qui sont d'origine transgénique ou génétiquement modifiées. En fait, quand ils disent ça, ils comparent juste les surfaces céréalières. Et si on parle des terres agricoles, on tombe à 4%. Et si on parle des terres utiles à l'alimentation, on tombe à 1,5%. Parce que la plupart des gens ne se nourrissent pas de soja transgénique. Ça, c'est pour nourrir les vaches, c'est pour nourrir les poulets, c'est pour nourrir les cochons. Donc en gros, la réalité, elle est loin, loin des promesses. Après, oui, sur les promesses avec les nouveaux OGM, donc il y a un peu 2 catégories. Donc on parle un petit peu de modifier, de gènes de résistance à des maladies ou des caractères un petit peu simples des gènes qui interviennent dans des chaînes de biosynthèse pour des caractères qui seraient impliqués dans l'alimentation ou des choses comme ça. Et donc ça, c'est vrai que il y a ces gènes simples, ces caractères simples au niveau génétique, ils sont déjà travaillés d'autres manières, par les manières classiques, et on sait déjà leurs limites. On sait déjà que quand on identifie un gène de résistance à une maladie, un gène unique, et qu'on l'introduit par croisement dans une variété, qu'on cultive beaucoup cette variété, en fait, très vite il va être contourné. Donc on sait déjà que travailler sur des caractères très simples comme ça, c'est pas une solution du tout ni durable ni efficace. Et après les autres promesses, c'est les promesses de générer beaucoup de diversité et de développer, de pouvoir adapter les plantes au changement climatique et à l'agroécologie et la transition agroécologique. Et ça, on y reviendra peut-être, mais si déjà on savait
caractériser les caractères, enfin, définir des caractères d'adaptation au changement climatique et de transition agroécologique, bah, ça se saurait. Donc, voilà. Parce qu'en fait, le changement climatique, c'est un terme fourre-tout. Ils mettent dedans les inondations, les fortes chaleurs. Et concrètement, il y a eu un maïs transgénique qui est soi-disant qui permet de résister à des stress hydriques. Et même l'USDA, qui est le ministère de l'Agriculture aux États-Unis, disait qu'il correspondait juste à des très faibles différences hydriques. Mais bon, ils l'ont vendu. Donc, c'est-à-dire dans le rapport d'évaluation, il y a ce pourcentage qui est assez infime. Mais par contre, dans les médias, c'est là où on voit la différence entre les dossiers et la communication institutionnelle et industrielle. Eh ben, on avait un maïs résistant à la sécheresse. Alors que ça permettait juste de pallier un défaut de pluie sur quelques jours, enfin quelque chose d'assez faible. Et d'ailleurs, il a été autorisé qu'en Afrique du Sud, et actuellement, la Cour suprême d'Afrique du Sud est en train de revenir en arrière sur cette autorisation, parce que ça ne marche pas, ça ne fait pas ce qui était promis. Donc on est vraiment sur retourner toujours au dossier, retourner toujours à ce qui est vraiment évalué, et ne pas croire les sirènes qui sont dans les médias dominants, parce que souvent, il y a vraiment une amplification de la réalité. Oui, sur cette histoire de résistance à la sécheresse des maïs, en fait, moi, dans mon laboratoire, quand je suis arrivée en thèse, et donc ça date un petit peu, j'avais des collègues qui travaillaient sur la résistance à la sécheresse au maïs, qui identifiaient les protéines qui s'exprimaient dans des maïs stressés, qui ensuite ont cherché les gènes qui codaient pour ces protéines, etc. Au bout de quelques années, ils ont fini par déposer un brevet sur un gène qui serait impliqué là-dedans. Et donc aujourd'hui, tout ce travail donc, qui a commencé dans les années 90, il a donné lieu à rien du tout. Et donc maintenant, je vois ces collègues qui proposent des projets de recherche qui vendent qu'avec ces nouveaux OGM, ils vont pouvoir développer les maïs résistants à la sécheresse. Donc voilà. Ce qui est très drôle dans le dossier des nouvelles technologies, c'est qu'en fait, ce sont les mêmes industriels qui, pour vendre leurs nouveaux OGM, dénigrent les anciennes technologies. Et en fait, dans le cas de la transgénèse, c'était déjà le cas. C'est-à-dire que quand la transgénèse est apparue, les OGM transgéniques sont apparus dans les années 90-2000, c'était pour dénigrer la sélection conventionnelle en disant maintenant, enfin, on va pouvoir faire des trucs de fou. 20 ans après, ces trucs de fou ne sont pas arrivés, mais maintenant, les nouvelles technologies vont permettre de faire des trucs de fou. C'est ça qui est bien. C'est qu'à chaque étape, on dénigre celle d'avant pour mieux vendre celle d'après. Par contre, les brevets s'accumulent. Ça, on a déjà parlé avec Eric et Bertrand tout à l'heure. Mais ce qui est très drôle, c'est que sur le changement climatique, ils n'y arrivent pas sur les plantes, mais ils nous vendent maintenant les vaches qui vont tolérer des fortes chaleurs parce qu'ils vont avoir une peau plus claire. C'est ça le nouveau projet de Recombinetics, qui est une boîte américaine. Elle est en train de modifier par CRISPR-Cas9 et autres technologies une vache pour avoir une peau plus claire, pour que, enfin, parce qu'on sait que le blanc permet d'avoir moins de chaleur que une peau foncée. Donc il y a ce projet-là. Donc c'est-à-dire que des projets, dans leur boîte, dans leur imaginaire, c'est sans fin. Mais ces choses-là ne verront jamais le jour, c'est clair. Parce que soit ça va être contourné par la nature, soit il n'y aura pas de marché, soit ça ne sera pas accepté par les consommateurs. On reviendra sur cette question de l'acceptabilité tout à l'heure, je pense aussi. Donc en fait, le changement climatique, c'est vraiment une entrée. Dans les années 90, c'était beaucoup la fin dans le monde. Maintenant, ça ne marche plus trop comme argument. Donc on est vraiment passé sur le changement climatique, parce que tout le monde en parle. Et donc c'est vraiment le nouvel argument, la nouvelle promesse pour toutes les techniques de modification génétique. Et du coup, dans les promesses environnementales, il y a aussi la promesse de réduire les intrants, les pesticides, d'augmenter les rendements. Qu'en est-il en réalité? Alors pour ça, il faut séparer les deux, la tolérance à un herbicide et la production d'un insecticide. Pour ce qui est tolérance à un herbicide, c'est clair que c'est le même vendeur qui vend la semence et l'herbicide. Donc globalement, il n'a pas envie de perdre le marché de l'herbicide, donc c'est fait pour vendre son herbicide, c'est assez évident, et on a vu les consommations d'herbicides augmenter. Pour les plantes pétées, pour les plantes qui produisent un insecticide, ça a été un peu différent, c'est que dans un premier temps, de fait, ça a permis de diminuer les pulvérisations d'insecticides, parce que la plante le produisait par elle-même. Il y avait autant de toxines
produite dans l'air, mais par contre, il y avait moins de pulvérisation. Donc ça faisait une petite réduction dans un premier temps. Mais les plantes, par rapport aux herbicides, ou les insectes par rapport aux insecticides, que ce soit par pulvérisation chimique ou par production génétique, elles contournent, elles s'adaptent, elles mutent. Le vivant, il mute en permanence. Et donc on a vu comme ça, progressivement, plein d'insectes cibles des plantes BT devenir résistantes à ces molécules produites par les plantes BT. Au point qu'ils sont arrivés à produire un maïs avec 8 transgènes, avec 4 transgènes de tolérance à l'herbicide et 4 transgènes de production d'insecticides. Comme ça, ils augmentaient le spectre de toxicité des insecticides. Donc il y avait plusieurs protéines, criin, AB, etc. D'autres types de protéines, insecticides, pour augmenter le spectre. C'est ce qu'on appelle les maïs empilés. C'était la façon pour eux de contourner, que la nature elle-même contournait leur stratégie. Donc ils augmentaient le spectre de toxicité. Et même ça, ça n'a pas trop marché. Donc maintenant, la stratégie actuellement en vigueur, c'est de modifier directement les insectes. Parce que comme on n'arrive plus à éliminer les insectes parasites dans des champs de monoculture industrielle sur les grandes surfaces, il faut quand même dire dans quel système ça se passe. C'est clair que c'est pas pour la culture paysanne avec des haies et un système équilibré. Mais dans des grandes monocultures, ils ont des vrais problèmes de parasites, ça peut arriver. Donc, ils ont mis des insectes chimiques, après des plantes BT, et ça n'a pas suffi, ça a été contourné. Et donc maintenant, la nouvelle stratégie est notamment promue par Oxitec, qui est une entreprise, une spin-off de l'université d'Oxford, qui est devenue une filiale d'une grande multinationale, Intrexon. Et Oxitec propose des insectes mâles stériles. C'est quoi des insectes mâles stériles? C'est des insectes qui ont été modifiés génétiquement pour que la descendance soit uniquement mâle. C'est-à-dire qu'ils relâchent dans les champs de maïs. Il y a une expérimentation sur 6 000 à 7 000 hectares actuellement dans 2 États du Brésil, sur Spodoptera, un des parasites du maïs. Ils ont modifié génétiquement cet insecte pour que donc, sa descendance soit que mâle. Donc les transgéniques s'accouplent à des femelles sauvages. Il y a des mâles, les mâles s'accouplent avec des femelles sauvages, etc., etc. Donc le but, c'est d'éradiquer la population de parasites par lui-même. Donc c'est pour ça que ce n'est même pas des biotechnologies, ce sont des nécrotechnologies. Je pense que c'est important de rappeler ça, parce que tout le but de ce qu'on a décrit depuis tout à l'heure, c'est de tuer, c'est d'éliminer, d'éradiquer. On est vraiment dans le paradigme de la mort. On est dans cette idée il faut faire table rase pour que seule la chose qu'on veut soit là. Or que dans l'agroécologie paysanne, justement, c'est le contraire, c'est la diversité, la biodiversité qui permet des équilibres. Et là, on est vraiment dans le paradigme opposé, le paradigme du action-réaction, un problème, un anti-problème, qui est contourné par le problème, on met l'anti-problème, et ça permet d'augmenter les ventes, parce qu'à chaque étape technologique, il y a de fait une nouvelle rente financière. C'est aussi cette fuite en avant technologique permet aussi une avancée financière. Voilà. Donc ces insectes-là, actuellement, il n'y en a pas beaucoup, mais Oxitec a la volonté d'étendre son marché à de nombreux parasites agricoles. Le problème, c'est que là aussi, la nature va contourner la technologie mise en place, parce que c'est une technologie binaire, et si Spodoptera est éliminé, ce qui, à mon avis, ne fonctionnera pas, il y aura forcément un autre parasite qui va prendre le relais. Parce qu'on l'a vu aussi avec les cotons BT. Les cotons BT, ils ont eu une certaine efficacité en Inde et en Chine à un certain moment, avant que Helicoverpa développe sa résistance. Mais quand Helicoverpa avait été éliminé momentanément de ce champ de coton, il y avait des parasites mineurs qui ont pris le relais et qui sont devenus des parasites majeurs. On peut jouer longtemps à ce jeu de la fuite en avant, on peut jouer longtemps à essayer d'exterminer le vivant, alors qu'on cherche plutôt des notions d'équilibre. Juste pour rajouter un tout petit peu, en fait, ce qu'on vend, c'est des solutions qui permettraient de développer des caractères complexes, des adaptations le changement climatique, l'agroécologie, des choses durables, donc des choses complexes. Mais en fait, dans la pratique, ce qu'il faut savoir, c'est que vraiment ce qu'on sait faire et encore pas très bien, c'est vraiment des choses très simples et de travailler, à chaque fois on retombe travailler sur un gène, un gros gène qui va avoir un espèce d'effet comme ça, oui, non.
Et en fait, ça, à chaque fois, c'est très bien montré, c'est pas durable, enfin, ça, c'est contourné, voilà, c'est pas des solutions durables. En tout cas, en termes de stratégie, de la complexité, pour l'instant, il y a rien qui existe ou qui soit même sur le point de sortir des laboratoires. Et donc, pour conclure par rapport à la question de Nicolas, oui, les OGM actuellement ont fait que les herbicides, ils ont explosé, les insecticides ont explosé, c'est clair. Voilà, soit par contournement, soit par résistance, mais sur les mauvaises herbes, c'est pareil, il y a des plantes qui sont devenues indestructibles. Et il y a même, ils ont un problème aussi avec les plantes férales. Une plante férale, c'est une plante cultivée qui est revenue à l'état sauvage. Et un colza résistant à 3 herbicides qui pousse dans un champ de maïs, ça devient une adventice. Ils ont créé, avec leur propre culture, des nouvelles adventices d'une certaine façon. Donc on a vu vraiment une augmentation drastique des pulvérations de pesticides avec les OGM transgéniques. Et a priori, ça ne va pas changer avec les NPT, les posogènes, les plantes génétiquement modifiées, vous pouvez les appeler comme vous voulez, les OGM, nouvelle génération, ça sera pareil. Eh bien, justement, sur les nouveaux OGM, alors, tu nous expliquais tout à l'heure que le discours de l'industrie consistait à, dès qu'il y a l'apparition d'une nouvelle technique, c'est de dénigrer l'ancienne, en expliquant que la nouvelle technique n'a pas toutes les tares que pouvait posséder l'ancienne technique. Alors, justement, est-ce que ces nouvelles techniques, telles que CRISPR, Talène, ce genre de choses, est-ce que c'est vraiment beaucoup plus précis que ce qu'il y avait auparavant? Parce que c'est un des reproches qui est fait aux OGM transgéniques, c'est d'être un peu, très peu précis, quoi. Je pense que Eric a raconté un peu le processus de fabrication d'un OGM, ancien, nouveau. Et la précision, elle est peut-être au niveau du changement de nucléotides, éventuellement, donc de la modification désirée, souhaitée, revendiquée. Mais c'est toutes les étapes en amont et en aval qui font qu'il y a de très nombreuses imprécisions qui sont là. Yves Berdaud, qu'on a aussi mentionné tout à l'heure, disait peut-être qu'on arrive avec une dentelière, avec CRISPR, mais par contre, pour la faire rentrer dans les cellules, on a besoin d'un bulldozer. Et je pense que cette image-là d'une dentelière qui est mise dans une cellule avec un bulldozer est quelque chose d'assez intéressant à dire. C'est vrai que la transgénèse, on balançait 1, 2, 3, 4, 40 constructions génétiques, on ne savait pas du tout où, en quelques nombres. Peut-être que là, ils sont un peu plus précis, mais parce qu'en fait, on regarde de moins en moins ce qui se passe à côté. Et voilà, c'est là où il y a beaucoup d'effets indésirables, d'effets hors cible dans cette précision-là. Une petite anecdote aussi. Donc, avec les transgènes, donc, on en vantait la précision. À l'époque, on ne connaissait pas très bien, enfin, on n'avait pas encore beaucoup travaillé, enfin, les chercheurs n'avaient pas beaucoup travaillé sur l'épigénétique, donc toutes ces marques ou ces modifications qui ne sont pas dans la séquence génétique, mais qui se trouvent au-dessus et qui vont influencer quand même l'expression, la régulation des gènes. Et donc, quelques années après, des collègues biologistes moléculaires qui ont travaillé beaucoup sur l'épigénétique ont montré que les transgènes avaient des impacts, enfin, pouvaient activer, qu'on était incapable de prédire ce qu'ils allaient faire au niveau épigénétique et en termes de régulation. Et donc maintenant, donc en ce moment, il y a une grosse vague, je reviendrai peut-être tout à l'heure, de soutien à des projets de recherche sur ces nouveaux OGM. Et donc, il y a ces collègues qui ont développé l'analyse de l'épigénétique. Ils proposent un projet pour étudier si l'édition des gènes modifie les marques épigénétiques. Et si oui, est-ce que c'est transitoire ou définitif? Donc, voilà, on ne sait pas. On ne sait pas ça. Et donc, on commence... voilà, on est loin de tout savoir, d'avoir tout compris. Et bon, l'épigénétique, enfin même sur la génétique, on est loin d'être capable de décrire tout ce qui se passe à l'issue d'un processus d'édition, enfin de modification par CRISPR-Cas9. C'est sûr qu'on est vraiment sur on a encore plein de choses à apprendre, ça c'est sûr. Et c'est vraiment la question de la loupe. Si on regarde à un tel endroit, ça a l'air à peu près clean.
ne regarde pas les cicatrices qui sont mises à droite, à gauche dans le génome. Chaque technique de modification génétique laisse des empreintes, laisse des stigmates, des cicatrices partout. Et ça pourra être intéressant pour la détection de la traçabilité, mais je pense qu'on en reviendra un peu plus tard. Ouais, du coup, là, j'avais une question plus sur pareil, ces nouvelles techniques. Ce qui est mis en avant, c'est le fait que finalement, ce serait la même chose que ce qui est fait dans la nature ou chez les semenciers, mais simplement en plus rapide. Alors peut-être que vous pouvez nous présenter un peu les différentes étapes de fabrication de ces eugènes et nous expliquer effectivement est-ce que c'est plus rapide. Alors, je vais prendre un exemple. Donc, je vais prendre l'exemple de la cameline. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc, c'est une plante une crucifère qui produit de l'huile et qui est très proche de la plante modèle Arabidopsis ou l'arabette des dames, qui est utilisée comme une bête de laboratoire parce qu'elle a un cycle très court, un tout petit génome, et ça fait très longtemps qu'elle est utilisée en laboratoire. Et du coup, les scientifiques, les chercheurs, des collègues, ont commencé à travailler l'édition du génome sur la cameline. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils disposaient déjà de la séquence du génome d'Arabidopsis, donc un génome qui est proche. Donc, quand on veut, avant de pouvoir faire ces modifications génétiques, il faut connaître la séquence, puisque si on veut être précis et dire à quel endroit ce qu'on veut modifier, il faut bien l'avoir séquencé. Or, donc, il y a un certain nombre de plantes qui ont déjà été séquencées, ça a pris des années. Maintenant, on va un peu plus vite parce qu'on a des plus gros ordinateurs et des techniques un peu plus performantes, mais ça prend quand même des années. Si je veux prendre une nouvelle espèce pas séquencée, il faut que je commence par séquencer le génome. Donc ensuite, il faut aussi identifier les gènes qu'on va vouloir éditer. Donc il faut avoir la séquence et puis être capable de faire le lien entre cette séquence et puis un caractère. Donc ça prend aussi quelques années. Donc pour la cameline, en 2011, dans des publications qui sont sorties en 2011, donc ça veut dire que le travail il a été fait avant, eh bien on disposait de la séquence du génome d'Arabidopsis et de la séquence de certains gènes qui intéressaient les chercheurs dans la cameline. Ensuite, donc il a fallu construire toute la cassette, la machinerie qu'on va insérer dans le génome et qui va aller reconnaître le gène cible et puis l'éditer, le modifier. Donc ça, il faut le construire. Ensuite, il faut transformer le cultivar, le génotype de cameline pour lui insérer ce truc-là. Il faut trier. Donc, dans cette machinerie, il faut aussi mettre des gènes marqueurs pour pouvoir repérer les transformants. Donc ensuite, il faut régénérer les plantes. Il y a beaucoup de déchets, ça a été dit, selon les espèces, il y en a c'est plus facile, il y en a d'autres on ne sait pas faire. Il faut les régénérer, il faut les trier, il faut les stabiliser plusieurs générations. Alors la cameline, c'est pratique, soi-disant on peut faire 3 générations par an. Voilà, ça va plus vite. Donc, en 2016, ils publient, ils ont fait 3 générations de transformants dans la cameline, et donc ils publient ces travaux comme quoi ils ont obtenu des modifications dans les gènes ciblés. Ensuite, il faut faire le lien, il faut caractériser s'il y a bien un caractère qui correspond à la modification. Donc là, le but, c'était de modifier la teneur en huile. Donc, ils ont quantifié l'acide oléique, etc. Et donc, en 2017, ils publient. Donc, c'est quand même 6 ans après avoir commencé. Mais quand ils ont commencé, ils avaient déjà la séquence du génome et des gènes. Donc, il faut un certain temps. Ils ont les plantes en laboratoire qui sont modifiées et auxquelles on peut associer un caractère. Et ensuite, si on veut commercialiser, il faut tester un petit peu à plus grande échelle. Il faut retirer le transgène. Si on ne veut pas que ce soit une plante transgénique, il faut retirer. Donc ça, on l'a dit un petit peu ce matin, ça veut dire qu'il faut recroiser ces plantes modifiées avec des marqueurs du transgène et sélectionner dans les descendances celles qui ont la modification pour l'huile, mais qui n'ont plus
le transgène, la cassette qui a été insérée dans le génome. Donc ça, il faut encore quelques générations pour faire ça. Voilà, donc c'est pas du tout immédiat. Et après, l'avantage, donc ça, c'est ce qu'on sait faire avec souvent les espèces qu'on sait transformer, donc qui passent par le stade cellule, in vitro et tout ça. Et souvent, dans les espèces, il y a un génotype, un cultivar particulier qui marche bien, qui a été entraîné pour ça. Et ensuite, on recroise, une fois que c'est stabilisé dans ce génotype-là, on le recroise avec les vraies variétés qu'on va cultiver. Donc après, du coup, en théorie, il faut plein de temps. Alors, ce qu'on nous vend, c'est que avec l'édition du génome CRISPR-Cas9, on pourrait directement modifier toutes les variétés. Chaque variété, on pourrait aller la modifier. Et c'est ça qui gagnerait du temps, vraiment, parce que s'il faut à chaque fois recroiser avec les variétés, ça va être encore, en théorie, beaucoup plus long que le processus de création classique. Mais en fait, on ne sait pas, pour l'instant, aujourd'hui, on est incapable d'aller faire ce processus de cultiver, de passer par le stade cellule, de transformer, etc. Tous les génotypes, toutes les variétés dans toutes les espèces. Donc clairement, pour moi, si je compte bien, c'est 10 à 15 ans. 10 ans si on dispose déjà de la séquence dans l'espèce, de la séquence du génome, et plus il faut séquencer si c'est une nouvelle espèce, parce que l'argument c'est aussi, c'est bien pour l'agroécologie, parce que ça va créer beaucoup de diversité, et dans des espèces qu'on n'a pas assez travaillé en termes de sélection. Il y a plein d'espèces où il n'y a plus d'efforts de sélection qui sont faites parce qu'elles n'ont pas d'assez gros marchés. Les lentilles, il y a une variété en France. Et donc là, l'argument, c'est ça va nous permettre d'aller de développer très rapidement des nouvelles variétés performantes dans plein d'espèces. Et ça va être bien pour l'agroécologie. Rapidement, oui. Pour moi, 10 à 15 ans, c'est pas si rapide. Surtout que c'est à peu près les délais qu'il y avait dans la sélection conventionnelle. Et dans la sélection paysanne, en fait, il ne se pose pas la question de la durée, parce que c'est tous les ans que les populations elles se renouvellent, ils sélectionnent en permanence. Il n'y a pas cette notion de on va avoir cette chose tout de suite, c'est plutôt dans la diversité que ça les intéresse. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de progrès en termes de temporalité. Ok. Et en termes de produits qui sont mis sur le marché, parce que j'ai entendu ce matin qu'il y avait énormément de brevets qui étaient déposés. Et qu'en est-il du coup des plantes qui sont mises sur le marché? Parce qu'on a quand même l'exemple, un des arguments de la Commission européenne qui a été présenté ce matin, c'est le fait de ne pas prendre du retard face aux autres marchés. Donc on a l'exemple de quelques marchés qui sont dérégulés comme les États-Unis, le Brésil, l'Argentine ou le Japon. Du coup, est-ce que sur ces marchés-là, il y a beaucoup de nouveaux OGM qui sont commercialisés? Eric a un peu évoqué la question ce matin. En gros, non, il y a très peu sur les vingtaines de dossiers, les trentaines de dossiers de déréglementation. Il y en a 2, 3, 4 qui sont dans les champs. Et c'est encore des espèces qu'on connaît, c'est les soja et les colza. En gros, la fameuse tomate modifiée pour avoir plus de GABA au Japon, c'est une fumisterie. Le tilapia modifié par CRISPR en Argentine pour grossir plus vite, il n'existe pas. Le champignon qui ne brunit pas, qui a été autorisé par absence de réglementation aux États-Unis il y a maintenant 12 ans, il n'est toujours pas sur le marché. Non, en fait, les nouveaux OGM n'ont pas envahi les assiettes des consommateurs parce qu'il y a souvent une absence de marché ou une difficulté technique pour maintenir la chose. Mais ça, c'est pas nouveau. Encore une fois, on avait le même cas avec les anciens OGM. Il y a eu beaucoup d'articles sur le saumon transgénique, des articles, des centaines et des centaines qui vantaient ce saumon qui allait enfin permettre à tout le monde d'avoir des oméga 3, de sauver les saumons sauvages, etc. C'était vraiment l'animal magique qui allait vraiment proliférer. Et 20 ans après, ils ont dépensé plus de 80 millions d'euros en différents... en production, en recherche et aussi en
en examen, enfin en discussion avec les instances réglementaires. Et l'entreprise Aquabounty, elle a produit quoi, moins de 1000 tonnes en 2019, hein, c'est dérisoire. Enfin, ce son-là n'existe pas. Aquabounty propose maintenant des tilapias, propose d'autres choses, mais non, il n'y en a pas. Mais par contre, la financiarisation derrière augmente, les brevets augmentent. Et pour donner un exemple, donc c'est 80 millions d'argent qui ont été dépensés pour ce saumon-là. L'entreprise est quasiment au bord de la faillite. Là, elle voulait monter une entreprise, une nouvelle bassin de pisciculture, elle n'a pas pu le faire. Mais par contre, ses dirigeants, ses PDG, eux, s'enrichissent. La PDG d'Aquabounty, elle s'appelle Sylvia Wolf. Elle a encaissé 530 000 $ l'année dernière. Et son second, 300 et quelques mille. Voilà. Donc eux, l'argent, elle rentre bien, hein, concrètement, hein, dans leur poche, mais ce son-là n'existe pas. Donc c'est pas la première fois que, en fait, on nous vend du rêve, et ce rêve, il enrichit quand même des gens. Et ça, il faut quand même le rappeler. C'est pour ça que je l'ai dit au tout début, il y a très peu de produits modifiés sur le marché, et ces produits-là servent principalement soit à faire des vêtements avec le coton, soit des agrocarburants avec les colzas et les soja, soit à nourrir le bétail. Voilà, c'est des choses qui, c'est pas pour l'alimentation humaine directement, ça, non. S'il y a des questions, je vais vous passer le micro. Je ne sais pas. J'ai pas d'infos sur ça, mais j'ai pas compris la question en fait, je crois. Putain, micro. Ouais, Patrick, voilà. Donc, la question, est-ce qu'on peut transposer ça sur des virus, en fin de compte? Si on ne peut pas changer un ARN ou un ADN, si on peut le changer, est-ce qu'on peut faire évoluer un vaccin avec ça, par exemple? Je pense à rien du tout, moi, je pense à rien du tout. En général, je me demande, voilà, je me pose cette question. Est-ce que ça n'a pas été quelque part une fumisterie, avec tout ce qu'on nous a dit sur ce qui s'est passé sur la vax, en fin de compte? Ah, peut-être. Je ne sais pas. Je ne sais pas, j'ai pas assez d'infos, je ne peux pas répondre, mais peut-être oui. Je sais pas. Après, les virus, c'est différent des plantes, c'est différent des animaux, c'est pas les mêmes génomes, c'est... Oui, mais... Je ne peux pas répondre précisément, je n'ai pas assez d'infos. Y a-t-il un biologiste dans la salle? Alors, j'avais deux questions. Et l'huile de tournesol n'est-elle pas dans tous les foyers non bio? Tu disais que les OGM, il n'y en avait pas dans les foyers comme ça. Mais l'huile de tournesol, vu tout ce qu'il y a comme OGM caché, donc du coup, est-ce que l'huile de tournesol n'est pas dans tous les foyers, je sais? C'est le problème vous l'avez dit, hein, c'est des OGM cachés, donc c'est difficile de savoir qu'est-ce qui a été modifié génétiquement sur le tournesol. Les derniers recensements, ils sont un peu anciens, on a des chiffres de 2016, où on avait 30% de la sole de tournesol française qui était des VRTH, des variétés rendues tolérantes aux herbicides. Après, on ne sait pas si c'est l'huile vivo, l'huile vitro, on a vraiment un problème pour savoir les surfaces avec les variétés mutées, parce que normalement, si on respectait la réglementation, un certain nombre de modifications par mutagenèse devraient être explicitement estampillées OGM enfin, tout OGM, mais devraient être régulées, et donc on devrait avoir des surfaces. Mais le problème, c'est qu'on les a pas. Donc voilà, je dis, c'est des chiffres du ministère de l'Agriculture, 2016, 30% de la À mon avis, ça a beaucoup augmenté. En fait, on ne sait pas, et apparemment il y a quand même eu des problèmes assez majeurs sur les tournesols VRTH. Il y en a quand même certains qui avaient des rendements assez pitoyables, au point qu'il y en a qui s'en sont détournés. J'ai eu des commentaires comme ça de certains paysans qui avaient abandonné un certain nombre de VRTH, parce que oui, certes, ils avaient la vertu de tolérer l'imazodium, l'herbicide, mais par contre, par ailleurs, ils n'avaient pas d'intérêt agronomique. Et c'est deux problèmes, c'est-à-dire qu'en fait, même sur le soja transgénique, comme on l'a prédit, ce soja-là, il est donc très intéressant parce qu'il permet de faciliter les pratiques culturelles. Quant à 10 000, 15 000, 20 000 hectares, c'est quand même pratique de pouvoir désherber avec du Roundup.
tout disparaisse sauf ton soja. Et tu es prêt à accepter, vu ce gain de travail, tu es prêt à accepter une baisse de rendement. Parce qu'en fait, les soja Roundup Ready, il y a eu un effet pléitropique, c'est-à-dire qu'en fait, quand on modifie quelque chose, ça modifie d'autres choses par ailleurs. Et il avait un problème par rapport au manganèse du sol et à d'autres nutriments, il le gérait moins bien. Mais dans ces grands systèmes-là, ce qui les intéresse, c'est pas forcément le rendement par hectare, c'est aussi l'économie d'échelle. Voilà. C'est-à-dire que le soja Roundup Ready, s'il a colonisé les grandes monocultures américaines du nord et du sud, c'est dans un premier temps par l'économie d'échelle que ça procurait. C'est-à-dire que c'était quand même pratique d'avoir une plante qui produit par elle-même son insecticide, c'était pratique d'avoir une variété qui tolère le Roundup, parce que comme ça, ça faisait un peu moins de travail. Après, le problème, c'est que les variétés, les adventices ou les parasites sont devenus résistants, et donc il a fallu racheter des semences de plus en plus chères, et on est rentré dans cette course-poursuite que j'ai racontée tout à l'heure. Mais c'est vrai que dans un premier temps, si ça a marché, c'est parce qu'on était dans des logiques d'extrême précarité pour ces agriculteurs-là, souvent aux États-Unis, où il y a quand même 80% des agriculteurs qui sont très endettés, qui ont 1, 2 ou 3 travails. Et il ne faut pas s'imaginer le farmer américain comme le rêve américain. On nous présente souvent comme ça, avec les images d'Épinal, où il y a une quarantaine de tracteurs et de moissonneuses-batteuses qui sont ensemble en train de faire une danse des moissons, c'est très très joli tout ça. Mais en fait, la réalité, c'est quand même des gens qui sont dans une précarité assez grande, souvent, et ils sont prêts à accepter n'importe quelle nouvelle technologie pour essayer de sortir un petit peu la tête de l'eau. Et quand on leur a présenté les plantes transgéniques, dans un premier temps, ça leur a permis de souffler un petit peu. Bon, ça a été à court terme, et il y a un certain nombre de suicides et d'autres problèmes, on va dire, sociaux dans ces grandes exploitations. Voilà, après, l'Argentine, c'est différent parce que c'est d'autres problématiques. Et puis là, il y a vraiment des businessmen qui ont jusqu'à 200 000 hectares. Hein. Il y a un gars, il a 220 000 hectares de soja transgénique en Argentine. Il pulvérise par avion. C'est extrêmement intéressant dans ce cas-là d'avoir des politiques technologiques pour faire ça, peu importe le rendement. Alors, ma deuxième question, est-ce que l'on ne pourrait pas s'appuyer sur des essais OGM ratés, avec les effets secondaires non prévus pour toucher le grand public, ou pour démontrer que les modifications, elles ne vont pas là où on voudrait qu'elles aillent, mais qu'elles créent des dégâts à côté. Collatéraux, oui, ou des conséquences inconnues. Je ne sais pas, mais en tout cas, tout à l'heure, je discutais avec, je sais plus comment elle s'appelle, mais en tout cas, l'idée de faire un bilan de la première génération d'OGM, enfin de demander qu'un bilan soit fait de cette première génération d'OGM avant de se lancer dans quoi que ce soit, ça me paraîtrait un bon outil de communication. Sans micro, on n'a pas le droit de parler. Non, c'est vrai. Je veux dire, là, on n'a pas déjà des exemples où il y a eu des ratages et que ce soit même pas connu. Merci, Eric, il a parlé du coton au Burkina Faso. Le Burkina Faso, il s'est engagé dans la propriété. Mais vraiment, c'était l'époque de Blaise Compaoré, qui était un ami des États-Unis américains. Il a dit, super, on va avoir comme ça une super technologie. Et au bout de 10 ans, même pas 10 ans, je crois, le Burkina a voulu faire un procès à Monsanto pour défaillance technologique, parce que la fibre était de piètre qualité. Oui, et parce que c'était vraiment un jeu panfoutisme de Monsanto de ne pas avoir fait les rétrocroisements nécessaires. Et parce qu'en fait, ils ont une variété au Burkina qui était intéressante pour ce pays-là, qui avait une certaine qualité de fibre, mais le coton aux États-Unis, c'était pas tout de la même qualité, et parce que ça ne les intéressait pas. Eux, c'est du chiffre, encore une fois. C'est pas cette qualité-là. Donc des échecs, il y en a plein. Par exemple, les premiers saumons transgéniques, ils avaient des problèmes physiques. Ils étaient déformés. Il y a des carpes transgéniques, ils avaient des problèmes d'arête dorsale. Parce qu'en fait, tout ce qui travaille sur les hormones de croissance, parce qu'en fait, ils travaillent sur l'hormone de croissance pour ces animaux-là, quand tu modifies la voie métabolique des hormones de croissance, ça produit des choses complètement aberrantes. Et donc ça, ils ont dû travailler longtemps pour enlever tous ces effets-là. C'est pareil, les premières vaches modifiées génétiquement pour produire plus de viande, c'était complètement difforme. Et donc ils n'ont pas pu le mettre sur le marché.
Des effets pléiotropiques, c'est ce qu'on appelle des effets pléiotropiques, il y en a quasiment sur tous les OGM. Donc après, il y a les rétrocroisements, il y a d'autres façons de faire pour essayer progressivement de les éliminer. Mais de fait, quand on modifie quelque chose de façon rapide, sans coévolution, et ben de fait, c'est sûr qu'il y aura une contrepartie quelque part. La nature, elle a évolué, il y a des mutations en permanence, même beaucoup plus qu'avec les modifications génétiques. Chaque seconde, il y a des milliards de mutations qui se passent, mais il y a de la coévolution, il y a un temps long, alors que dans la modification génétique, on est sur un temps court et on balance très rapidement des produits dans les champs, alors que ces produits-là n'ont pas coévolué avec leur environnement, et c'est là la différence fondamentale en fait, entre les deux façons de faire, je pense. Je pense qu'on peut redire un peu sur ça aussi, parce que la coévolution, c'est quand même fondamental pour comprendre l'échec en fait, de ces modifications génétiques. Alors, pour que tout le monde puisse, enfin toutes les personnes qui souhaitent poser des questions puissent le faire, je vous invite à poser une seule question. En fait, c'est deux en une. En fait, tu nous dis que les variétés là, qui se développent en fait, vont pouvoir apporter leurs preuves très souvent. En particulier, c'est ce que tu disais juste avant le début des questions là. Je vais te poser une question, c'est à quoi sert en fait de déréguler en fait ces nouvelles variétés, puisque de toute façon a priori ça donne pas ce qui est attendu. Et puis et toujours dans la même veine, tu disais tout à l'heure qu'il y avait quand même des gens qui s'en mettaient plein les poches avec le brevet, alors que ça n'aboutit pas. Alors moi ma question c'est d'où vient cet argent s'il n'y a pas sur le marché, s'il n'y a pas de mise sur le marché, si c'est pas vendu, etc. Je ne prends pas tout. Ouais, ça c'est un peu un mystère, mais pourquoi ils font des modifications génétiques, même si ça ne marche pas forcément, parce que des fois ça marche quand même. Il y a eu quand même 180 millions d'hectares de plantes transgéniques cultivées dans le monde. Ça stagne en ce moment sur les plantes transgéniques, parce qu'en fait il y a des plantes de nouvelle génération qui apparaissent sur les mêmes critères, et de façon un peu plus basque. C'est vraiment la problématique des brevets. Quand ils se rachètent les entreprises entre eux, ils vendent en fait les droits de propriété intellectuelle en premier. Après, il y a beaucoup d'argent public qui sont transférés vers le privé. Il y a quand même, mais ça c'est assez dur à évaluer. Je ne sais plus, j'ai plus les chiffres en tête, mais Novozymes, c'est une énorme entreprise norvégienne de production d'enzymes, qui est une filiale de Novozymes qui fait l'insuline issue de bactéries transgéniques. Novozymes, elle a tous les ans des prêts à taux zéro de la Banque européenne d'investissement. Guy Magrin a touché plusieurs millions de prêts de BPI France. BPI France, vous pouvez regarder, elle est partout. Dans tous les projets de biotechnologie, il y a BPI France pour la France. Après, il y a des financeurs internationaux, il y a Bill Gates. Par exemple, Oxitec, que j'ai évoqué tout à l'heure, pour les insectes parasites des champs de maïs, Oxitec travaille beaucoup sur le moustique. Oui. Et là, ils sont en train de modifier génétiquement 2 autres moustiques, parce qu'il y a plein de moustiques, il y a les Aedes, les Anophètes, enfin bon bref, les moustiques, il y en a plein. Ils ont 2 nouveaux projets par rapport à la malaria et donc par rapport à la dengue. Donc à Djibouti et à Panama, Bill Gates a donné un projet de recherche sur 2 ans 18 millions d'euros. Donc voilà, l'argent, elle circule. Je ne peux pas dire d'où vient précisément l'argent, mais on est dans un monde de financiarisation et on crée l'économie de la promesse. L'économie de la promesse, c'est des fantasmes et les gens abondent, donnent de l'argent pour ce fantasme. Et ça peut être des États, ça peut être des fondations, ça peut être... mais il y a vraiment cette création de... C'est des bulles spéculatives, comme on a vu pour l'immobilier, comme on le voit dans d'autres domaines, en fait. Ça n'échappe pas à ce nouveau capitalisme, en fait. Et ça fait monter la valeur en bourse des entreprises, enfin... C'est artificiel. Ouais, c'est ça. C'est que quand je reprends un compte Bounty, 500 000 € pour la PDG, alors qu'elle n'arrive pas à financer son nouveau bassin de pisciculture qui était évalué à 300 000. Donc elle, avec 1 an de salaire, elle pourrait payer. Et ce bassin, en fait, il a bénéficié de subventions publiques de l'État de Londres, je crois, je ne sais plus, et de prêts à taux zéro, etc., etc.
Donc on est vraiment sur quelque chose d'assez incroyable à imaginer. Mais bon, je ne suis pas assez financier pour ça, et c'est une compétence qu'il faut qu'on acquiert à InfoGM, je pense, parce que c'est vraiment assez compliqué. Mais il y a vraiment des jeux d'écriture. Et après, je ne sais même pas si l'argent, ils l'ont vraiment. C'est une blague un peu, mais c'est une réalité. C'est des choses qui sont sur les ordinateurs, et après, ils spéculent avec ça. C'est comme un moment quand on commence à spéculer sur le blé et sur les grains avec la guerre en Ukraine. Il n'y avait pas les stocks de blé, ils n'existaient pas, mais ils se sont enflés. Les gens ne pouvaient plus acheter du pain dans certains pays du monde, mais à partir de quelque chose d'assez fou et flou. Alors, il y a encore des questions par ici. Donc, je rappelle la règle du jeu, hein, une seule question par personne, et n'hésitez pas à vous présenter. Bon, ça m'embête un peu qu'il y ait une seule question que je puisse poser. Mais à vous écouter, à part les premiers OGM transgéniques qui ont fait beaucoup de chemin, tout ce qui est un peu récent n'a pas beaucoup d'intérêt. Alors, je voulais quand même savoir si le blé argentin résistant à la sécheresse a fait lui son chemin, et je crois avoir compris qu'il y a un semencier français qui est beaucoup concerné par ça. Voilà ma question unique par obligation. Merci André pour ta question. Alors tu parles du blé HB4. Donc juste pour l'histoire, c'est intéressant, hein, le blé HB4, c'est un blé qui a été autorisé à la culture en Argentine et à la commercialisation au Brésil, au Nigeria et dans d'autres pays dans 2, 3, 4 pays. Et en fait, c'est une joint venture entre Florimond Després et des Argentins. Donc c'est-à-dire que notre cher semencier français qui râle un peu contre les brevets, Eric l'a cité tout à l'heure, de temps en temps, il sait très bien avoir une joint venture pour récupérer les brevets, notamment sur ce blé HB4. Est-ce qu'il y a un marché pour ce blé-là? Eh bien, jusqu'à présent, pas de trop. Et il n'a pas décollé comme il voulait. Ils sont, je crois, c'est peut-être 40 000 hectares, je crois. Mais le blé, historiquement, le blé transgénique, et donc ça c'est un blé transgénique encore, hein, il y a des blés CRISPR qui sont en train d'arriver, ça ne marche pas parce que c'est directement lié à l'alimentation humaine. Et c'est vrai que c'est pour ça que je disais que les OGM transgéniques, encore une fois, et les quelques OGM mutés qui sont sur le marché, c'est beaucoup lié à l'alimentation du bétail ou à la production d'agrocarburants parce que ça passe mieux. Quand on doit l'ingérer directement, c'est plus compliqué. Et il y a plus de réticence. Et des meuniers brésiliens et argentins, il y a quand même une part qui commence à être réticent par rapport à ça. Donc on verra comment il va évoluer. Mais je pense que les Argentins travaillent sur des blés CRISPR parce qu'en Argentine, les blés nouveaux OGM, ils n'ont pas besoin d'être régulés, alors que ce HB4, il doit l'être, il doit être étiqueté plus ou moins. Enfin, en tout cas, il y a un processus qui est plus complexe. Donc je pense qu'il va être abandonné rapidement pour pouvoir avoir des blés qui passent sous les forges quotidiennes de l'évaluation. Enfin, c'est quand même l'intérêt de cette déréglementation, c'est de silence radio. Nicolas Fortin, moi je suis paysan dans la Vienne. Et donc, une question, c'est plus une remarque par rapport aux OGM. Je trouve à la conf, on avait réussi à gagner ce combat-là aussi, parce que les paysans, dans leur grande majorité, n'étaient pas favorables aux OGM, parce que finalement, ils ont bien compris qu'il n'y avait pas de débouchés, parce que les conservateurs n'en voulaient pas. Par contre, avec les plantes mutées, on a quand même un gros souci, puisque ça fait une dizaine d'années que moi j'ai des paysans autour de moi qui cultivent des tournesols mutés. Donc on leur a vendu ça en disant que ce n'était pas des OGM. Donc aujourd'hui, ils en sont convaincus. Et forcément, maintenant, ils ne comprennent pas d'ailleurs qu'on puisse nous attaquer en disant que ça c'est des OGM. Quelque part, ils voient ça comme on attaque un truc que eux trouvent ça très bien. Finalement, ça leur permet de désherber des tournesols pas chers, de résoudre des problèmes de plantes invasives ou de charbon qu'ils n'arrivent pas à désherber. Donc finalement, ils ont des visions court terme. Et c'est compliqué quand même pour nous maintenant d'aller leur expliquer que finalement ça c'est quand même des OGM. Et puis voilà comment on fait la différence entre les nouveaux et ceux qui existent. Et si on veut gagner cette bataille-là, je pense que c'est aussi en repassant par les consommateurs et arriver à faire équiper ces produits-là qu'on peut y arriver. Parce qu'autrement, il
y a des firmes, enfin des COP aujourd'hui, elles font du business avec ces tournesols mutés, elles veulent pas arrêter, donc il faudra trouver un moyen de leur empêcher de critiquer ça. Il y a aussi quand même en parallèle l'enjeu de diminuer, de réglementer l'usage des herbicides. C'est vrai que si on continue à pouvoir balancer les herbicides comme on veut, ça va rester intéressant. On aura du mal à convaincre les agriculteurs de ne pas utiliser des plantes qui sont modifiées pour tolérer les herbicides. Donc il faut en fait, ce qu'il faut opposer à ces nouveaux OGM, c'est une vision systémique. C'est ce qu'on a besoin de changer, enfin qu'ils s'intègrent dans un modèle d'agriculture industrielle, consommatrice de pesticides, dépendante des intrants, des énergies fossiles, et que cette agriculture-là, ce modèle-là, il faut en changer, et que ce qu'on propose à la place, c'est quelque chose une gestion, une agriculture systémique, enfin une agroécologie paysanne. Mais sinon, je suis d'accord que ça va être difficile de convaincre les agriculteurs de ne pas utiliser des variétés tolérantes s'ils peuvent continuer à utiliser des herbicides. Comment parler l'économie de la promesse, les modèles économiques pour les entreprises, les brevets et tout, c'était au niveau de l'État pour la recherche publique, si au niveau budgétaire ou ressources humaines, les répartitions qui sont mises soit sur des recherches agroécologie, des types des populations, ou tout ce qui peut être mis sur des programmes de recherche, biotechnologie ou autre, s'il y avait un équilibre, ou si on était aussi dans l'économie de la promesse avec 90% pour l'un et puis rien pour l'autre. Je ne peux pas donner des chiffres aussi précis, mais déjà 2 informations. Donc la première, c'est que dans le plan France Relance 2030 de Macron, il y a beaucoup d'argent pour l'innovation. Et donc là-dedans, la recherche reçoit pas mal d'argent. Et donc j'avais noté que dans la deuxième vague des plans donc, qui concerne plus l'agriculture, donc 2022-2023, pour 20 gros projets exploratoires, il prévoit 50 millions d'euros en moyenne pour chacun des 20 gros projets. Donc les gros projets, c'est un peu des grands domaines. Et donc parmi ces gros projets, donc, et ça a été fait d'une manière vraiment par-dessus la jambe, quoi. Elle va vite. En fait, l'information qu'il y allait avoir de l'argent qui allait tomber, elle est arrivée, et il fallait que les instituts s'organisent pour renvoyer des lettres d'intention de 2 à 4 pages, donc rien du tout, pour émarger, pour pouvoir émarger, être sélectionné ou pas pour avoir cet argent-là. Et donc, il y a un de ces 20 projets qui s'intitule « Sélection avancée face au changement climatique et la transition agroécologique ». Donc, ça veut dire c'est les nouveaux OGM, recherche sur les nouveaux OGM. Donc là, c'est juste 30 millions d'euros. Et après, donc juste ce qu'il faut comprendre aussi dans la recherche actuellement, c'est que par exemple, quand on peut lire dans certains documents liés à ces financements de l'INRAE, le numérique, la génétique, la robotique et le biocontrôle sont les leviers essentiels de la transition agroécologique. Donc après, c'est très difficile de savoir du coup à quoi correspondent les financements. Quand quelqu'un va dire on finance l'agroécologie, la recherche sur l'agroécologie, on a tendance à se dire ça c'est pas mal. Mais en fait, si ça va au numérique, à la robotique, à l'édition du génome, là c'est autre chose. Donc c'est ça aussi, c'est vraiment ce discours-là de greenwashing et puis de technosolutionnisme, comme quoi pour répondre au changement, c'est urgent, c'est très important de répondre au changement climatique et de faire la transition agroécologique, donc il faut mobiliser
toutes les technologies possibles, et donc ces technologies-là. Et donc il faut il faut déconstruire ce discours-là hyper simpliste, et du coup c'est difficile. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et en fait, quand il y a de l'argent, oui, juste dire, je ne sais pas s'il y a d'autres chercheurs dans la salle, mais les chercheurs, ils sont comme ça. Quand on leur dit il y a de l'argent sur un sujet, bah, comme sinon ils n'en ont pas trop, bah, ils vont forcément sur le sujet. Donc en fait, mettre des millions sur ce sujet-là, ça ne veut pas juste dire que cet argent il est utilisé pour ça, mais ça veut aussi dire que tous les fonctionnaires de la recherche publique qui vont aller travailler sur ces projets-là parce qu'il y a l'argent dessus, ben, tout leur salaire, enfin tout ça, c'est de l'argent qui est mis sur ces sujets-là, et c'est du temps, et donc ils n'auront pas du temps pour faire autre chose, pour aller travailler sur l'agroécologie paysanne. Mais après, je ne peux pas donner des chiffres exacts de qu'est-ce qu'il y a ici et qu'est-ce qu'il y a là. En fait, il faudrait qu'on prête 3 années de l'ANR et qu'on dépilote tout. Mais ouais, ça, c'est un boulot à faire. Là. Ce serait intéressant de prendre tous les dossiers ANR. ANR, c'est l'Agence nationale de la recherche, oui, désolé pour les sigles, qui finance beaucoup de projets. Alors, il y a des projets complètement farfelus de recherche pure, c'est très bien. Mais il y a quand même beaucoup de projets ANR qui sont concrètement sur des modifications génétiques. Les peupliers de l'INRA à Orléans, là, pour avoir moins lignine, c'était des projets ANR et des projets de l'Union européenne, par exemple. Les villes de Colmar, il y a eu des projets ANR aussi dessus. Donc il faudrait qu'on prenne 5 années et qu'on regarde où ça va. Voilà, c'est un boulot titanesque, mais ça serait hyper intéressant. Voilà, si quelqu'un s'ennuie, et ben voilà ce que je propose, on collabore sur ça. Je vous file l'adresse de la base de données, c'est tout en ligne, c'est sympa, c'est assez précis. Et c'est des sommes entre, c'est plutôt 500 000 à 1 million, c'est pas forcément excessif, mais au final, quand ça s'accumule, ça fait des sommes. On a une question ici. Donc, une question et on se présente. Oui, Jérôme. Moi, j'avais cru comprendre que la réglementation OGM en France avait permis, du fait de protéger le territoire aux semenciers français, de plutôt pas mal s'en sortir, finalement, d'avoir des semences protégées et d'avoir un marché. Et donc, au niveau mondial, en fait, on était... ça maintenait un marché d'excellence, de graines pures sans OGM. Et donc ma question est, ça c'est un apport quand même des OGM, c'est-à-dire on peut mettre ça au crédit des OGM, d'avoir fait qu'on avait un territoire et des variétés. Et pourquoi en fait ces sociétés-là continuent à aller dans le sens des OGM alors qu'en fait l'économie leur a plutôt montré que d'avoir un espace protégé, ça leur permettait de plutôt mieux s'en sortir. Et après, j'avais une question que je ne poserai pas, c'était sur les biocontrôles. Voilà, je la poserai. Ouais, c'est valable sur le maïs. C'est clair qu'il n'y a pas eu une volonté dingue de la part des semenciers français d'aller sur le maïs transgénique, parce qu'on exportait au niveau mondial du maïs semence. Ça, c'est clair que le maïs semence français se vendait bien au niveau européen et même international, je pense. Mais par contre, l'Imagrin, donc Villemorin, 4e semencier mondial, basé vers Clermont, il joue sur tous les tableaux. Pendant qu'il ne se battait pas forcément sur le maïs transgénique en France, il développait des essais en champ en Argentine, aux États-Unis, au Chili, et il vendait des OGM transgéniques dans ce pays. Donc eux, ils font feu de tout bois. C'est pas un problème. Enfin pour moi, hein. Tu peux compléter ce truc. Mais... C'est vraiment des papilles marins. Ils sont présents sur le blé Clearfield au Canada, mais en France, ils ne vont pas jouer à ça. Parce que le blé, parce que derrière, ils auront Broissard, machin, d'autres entreprises qui sont sur la meunerie, qui essayent de monter en gamme. Donc à ce niveau-là, bon, ils vendent les meuniers qui ne les intéressent pas, qui sont de bas de gamme, ils veulent monter en gamme. Après, des fois, ça ne marche pas, hop, ils reprennent une entreprise qui fait du Lidl. Ils jonglent. Mais je pense que si on n'a pas été complètement du maïs transgénique en France, c'est clair qu'il y avait cette excellence de la semence de maïs, c'est sûr. C'est pas forcément ce que c'est que le système naturel. Donc, parce que je pense enfin moi je trouve ça plus facile d'aller sur la question de quelle vision
quelle vision du vivant et quelle vision de l'agriculture ce système-là est porteur. Et en fait, à chaque fois, ce qui est proposé, c'est vraiment c'est des solutions, mais des solutions à quel problème? C'est des solutions aux problèmes qui sont déjà posés par l'industrialisation du système agroalimentaire. Par exemple, dans la liste des projets qui sont proposés par les collègues, il y a un projet qui vise à modifier le génome du blé pour rendre les chaînes de biosynthèse des glutéines, enfin des protéines, pour les rendre, pour limiter le problème d'allergie, de maladie cœliaque, d'intolérance, etc. Bon, la maladie cœliaque c'est particulier, mais l'intolérance au gluten, en fait, c'est des problèmes qui sont créés par l'ensemble du système agroalimentaire global, par le fait que à la fois on a sélectionné, on cultive des variétés de façon uniforme, enfin complètement homogène pour certaines productions de gluten, on les a sélectionnées pour la panification industrielle, qu'on extrait, que en agriculture dans l'alimentation industrielle, on extrait le gluten ici, enfin on découpe tout en petits morceaux, ensuite on rebalance du gluten dans tous les aliments. Il y a plein de problèmes, et effectivement, tous ces problèmes-là, c'est facile de dire du coup, de proposer des solutions à ça, mais des solutions qui vont encore générer de nouveaux problèmes, et donc une course en avant dans le technosolutionnisme. Et donc moi, il me semble que c'est plus facile à faire comprendre, qu'il faut traiter cette vision systémique dans son ensemble. Mais j'ai peut-être pas compris tout ce que vous aviez dit, donc je me renseignerai. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est clair qu'actuellement, les projets qui sortent, notamment par rapport aux animaux transgéniques, et CRISPR et génétiquement modifiés en règle générale, c'est quasiment que des projets pour pallier les problèmes de l'agriculture intensive. Hein. C'est les vaches en corne, parce que dans les feedlots de 120 bêtes, c'est compliqué. C'est des poulets qui résistent au virus de la grippe aviaire, qui sont liés aussi à la concentration des élevages. C'est des abeilles génétiquement modifiées pour rester au varroa, alors que ça peut aussi lié à des problèmes de sélection des reines. Je veux dire, on est vraiment dans le technosolutionnisme, c'est clair. Enfin, je veux dire, on peut regarder tout ce qu'il y a actuellement. C'est vraiment ça qu'on vend. Comme s'il y avait... Ils nous vendent les OGM comme une technologie de rupture, en disant on a enfin un outil pour changer. Alors, en fait, c'est pas de la rupture, c'est de la continuité. Mais il y a tout un discours autour de la rupture, au niveau de la nouveauté, au niveau de l'innovation, au niveau du progrès, alors qu'en fait, on est vraiment dans la continuité du paradigme de la concentration. Concentration des élevages. Donc, plus on va les modifier, plus on pourra les concentrer, donc plus seront malades, donc plus on devra les modifier, pour plus les concentrer. C'est vraiment, je parle de fuite en avant, de concentration exponentielle, parce que c'est vraiment ça le paradigme à l'œuvre derrière ces choses-là. Et encore une fois, le BT ou le RR, le Roundup Ready, c'était pour avoir plus de surface par moins d'agriculteurs. Voilà. Merci. Du coup, il nous reste peu de temps, donc on prendra encore 2 questions. Donc réfléchissez bien aux questions, et malheureusement, j'aimerais la priorité aux personnes qui n'ont pas pris la parole. Puis c'est le placement, les répond pas. Bonjour, Nicolas Clochin, Parti communiste de Charente. Je voulais savoir si, toutes choses égales par ailleurs, les aliments gérés par le bétail en quantité astronomique, les aliments OGM, avaient un impact sur leur santé et in fine la nôtre, ou si c'était le reste de l'agro-industrie qui fait des problèmes, etc. Alors sur la santé, notre réponse à l'OGM, c'est qu'on ne sait pas parce qu'on ne peut pas voir. Voilà. Il y a eu un exemple intéressant, c'était... l'histoire est vieille maintenant, c'est qu'il y avait eu savoir si les modifications génétiques avaient un impact sur le lait par rapport à la nourriture des vaches. Et ce projet a duré, les financements, et puis à la fin, les échantillons, ils étaient pourris. Ils n'ont pas pu être exploités. Les études actuellement sur la santé, c'est quelques rares, 3, 4, 10, sur quelques jours, 90 a priori.
ce qui ne permet pas de démontrer quoi que ce soit, ni dans un sens ni dans l'autre. Donc cette question, je dis qu'on ne peut pas savoir et qu'on ne sait pas. Mais voilà, je ne peux pas dire autre chose, je ne sais pas si tu peux compléter. Et, ah oui, si, il y a un argument, c'est souvent on entend les Américains, ils en mangent depuis 20 ans, ils ne sont pas malades. Ici, on a une donc, question. En fait, pour faire des études d'épidémiologie, par exemple, on pourrait prendre la population américaine, mais il faudrait faire des échantillons d'Américains qui en mangent et qui n'en mangent pas. Où il n'y a pas d'étiquetage là-bas, donc c'est compliqué. Il n'y a pas de suivi par rapport aux médecins. Donc cet argument-là est idiot parce que de fait, il y a un taux d'obésité qui est important, un taux de maladie cardiovasculaire qui est important, mais on ne sait pas à quoi c'est lié. Donc en tout cas, on peut pas dire qu'ils sont en situation de vie saine. L'espérance de vie augmente, l'espérance de vie en bonne santé diminue. Je tiens à rappeler ce chiffre-là au niveau mondial. C'est pas forcément exogène, je ne dis pas ça du tout. Ne dites pas ce que j'ai pas dit. Voilà, mais on ne peut pas faire d'études épidémiologiques sans étiquetage, sans échantillonnage, sur des durées longues et sur de l'intergénération, sur du plurigénérationnel. Voilà, donc c'est extrêmement compliqué. Oui, bonjour, Franck du Périgord. Moi, je voulais rebondir sur une personne qui a demandé comment on peut démontrer que les OGM sont néfastes. En fait, en Inde, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en fait, il y a eu le coton BT en Inde où il y a eu des milliers de suicides des agriculteurs hindous et où ce qui a amené Vandana Shiva à développer semences paysannes. En fait, le coton BT en Inde n'a pas du tout fonctionné et le verre est devenu résistant au coton BT. Ça, c'est une réalité. Ce qui a conduit à des suicides des agriculteurs. Donc c'est une situation qui a été dramatique en fait. Il n'y a pas besoin de démontrer, ça existe déjà en Inde. Et Vandana Shiva le démontre très bien qu'en fait les semences paysannes sont beaucoup plus durables que les OGM. Ça existe, ça a été une vérité. Et ça, c'est en fait, il n'y a pas besoin de démontrer, ça existe déjà sur un pays. Voilà. Et les veuves qui ont perdu leur mari, enfin voilà, le coton BT en Inde, il n'a pas du tout fonctionné. Pas du tout. Et ça, c'est vraiment un mensonge à la durabilité. Et je vais rebondir aussi sur le chardon dans le tournesol. L'agriculteur a la mémoire très courte, c'est qu'en fait aujourd'hui ces chardons sont résistants aux herbicides, ils deviennent résistants aux herbicides, c'est pour ça qu'ils sont obligés d'utiliser d'autres solutions, parce qu'en fait, et dans 10 ans, ils ont le même problème. Mais le problème, c'est que l'agriculteur a une mémoire très courte. Voilà. Vu que c'était pas une question, on va en prendre une dernière. Merci. Nadia, c'est les amis de la Confédération paysanne en Puy-de-Dôme. Moi, je n'ai peut-être pas bien compris, mais s'il y a des plantes transgéniques qu'on peut se permettre d'arroser de pesticides parce qu'elles le supportent, est-ce qu'on pense aux conséquences dans l'air, la terre et l'eau? Non. Parce que c'est bien de dire, c'est merveilleux d'avoir une plante qui supporte ce pesticide, parce que comme ça, on n'a pas de problème pour désherber, etc. Mais nous, on peut quand même argumenter que la qualité de l'air, la terre qui s'appauvrit, et tout ça qui part dans nos rivières, on va arriver au bassin aussi, mais enfin même de l'eau de nos robinets, et directement notre santé. Donc ça, c'est quand même un argument, à mon sens. En fait, c'était vraiment ce que je voulais dire. Si les agriculteurs qui peuvent, c'est normal qu'ils aient envie de continuer à utiliser des plantes modifiées pour être tolérantes aux herbicides, si on autorise l'utilisation de ces herbicides, mais ces herbicides, donc on sait que c'est des cul-de-sac en termes de système et que ça a des impacts sur la santé environnementale terrible, et donc il faut, c'est en luttant contre ça que les plantes modifiées pour être rendues tolérantes, elles perdront tout leur sens. On est d'accord? Donc c'est pour ça, c'est ce que je voulais dire en fait, c'est le système industriel, enfin il faut déconstruire ce système agroalimentaire industriel qui appelle à une escalade de solutions technologiques. Il faut le déconstruire et on a des alternatives. Il y a plein de gens qui vont en parler juste après. Et donc il faut déconstruire et parler des alternatives. Merci beaucoup.